Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce deuxième numéro de la saison 5 de French Big Ballers. Fini l'air marin, le sable fin, le calme plat de cette deuxième partie de l'off-season. C'est maintenant l'heure de ressortir les cols roulés et les plaids, sobriété oblige, ainsi que les valises sous les yeux pour débuter vos journées de travail. La NBA est de retour. On ne change pas une équipe qui gagne. Rob Pelinka vous montrera un petit peu plus tard qu'on ne change pas une équipe qui perd non plus. Mais d'abord, laissez-moi vous représenter les larrons qui rythmeront le compte Twitter et ce podcast cette saison, du moins jusqu'au burn-out collectif. Il aime les nouvelles technologies, les jolies voitures et les voyages en Italie. Il est à quelques dizaines de millions de dollars et un amour prononcé pour le vin rouge de pouvoir se faire surnommer King from Brown Terraillon. Nas est avec vous. Nas, comment ça va ? Ça va, nickel. Salut Clem, salut à tous. Prêt pour ce petit podcast sympa. On enregistre juste après effectivement la remise du Ballon d'Or au gamin de Bronteraillon, Karim Benzema. Très heureux pour lui et du coup on peut entamer ce podcast dans de meilleurs auspices. Son talent et son analyse sont incroyables, mais faute à son corps d'un homme de 70 ans, il règne par son absence. La légende raconte qu'il a perdu ses accès au compte Twitter en 2020 et qu'il ne les a toujours pas réclamés. Adrien nous l'a joué Anthony Davis ce soir et a déclaré forfait au dernier moment, lumbago obligé. Je passe pour le suivant. Du coup, il a débarqué l'été dernier sur la pointe des pieds, dans l'anonymat général. Si la saison collective est un échec, il a su apporter sa pierre à l'édifice. Dommage pour notre Austin Reeves local qu'il soit obligé de migrer vers le compte des Pacers ou du Magic l'été prochain. La faute à des community managers vaniteux et pingres. Ben est avec nous. Comment ça va, Ben ? Ça va, je suis toujours pas prêt à partir chez le Magic, je te rassure. Non, ça va, content de reprendre la saison, content de repartir sur les live tweets en pleine nuit et les dépressions et les antidépresseurs seront sortis. Messieurs, numéro de reprise oblige. On était obligé de sortir le smoking et de renforcer le roster pour l'occasion. Du coup, laissez-moi vous présenter notre petit invité pour aujourd'hui. Un terrain allé, une coupe de cheveux désopilante, une langue bien pendue, profession oblige. Et les fans de Russell Westbrook lui vouent une certaine antipathie. Ce n'est pas Patrick Beverley, mais monsieur Pat Pokora qui nous fait l'honneur de venir pleurer avec nous. Comment Salut, ça va, gars. Matt ? Voir un peu lâcher, vider mon sac avec vous, les gars. Oui, tu avais déjà commencé pendant la saison, du coup, pour ceux qui prennent en compte. C'était une thérapie pour moi de venir sur le compte tous les soirs. Messieurs, on s'était quitté lors de notre dernier numéro sur quelques espoirs vis-à-vis de la free agency qui se profilait. Petit rappel, du coup, les Lakers ont signé Damian Jones et Thomas Bryant au minimum sur le poste de pivot, Troy Brown Jr., Matt Ryan et Juan Toscano Anderson sur les ailes, tandis que Lonnie Walker 4 débarque sur le backcourt aux côtés de Dennis Schroeder, messieurs. Alors, on a aussi récupéré Patrick Beverley entre ces deux signatures puisqu'on a échangé Talen Horton-Tucker et Stanley Johnson au Jazz. Messieurs, satisfait ou pas ? Satisfait, remboursé. Non, après, je peux démarrer, embrayer, puis après, je laisserai mes chers compatriotes donner leur avis. Quand même satisfait dans l'ensemble, parce que on a quand même, je trouve, bonifié notre effectif par rapport à la saison dernière. On en reparlera, il y a effectivement un joueur qu'on aurait tous aimé le voir trader, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si on parle vraiment des noms que tu as rajoutés, bonnes additions. Patrick Beverley, on sait ce qu'il apporte dans un effectif. C'est le type de role player quand même toujours valuable pour une équipe. Il a ce côté un petit peu vétéran aussi dans une équipe qu'on avait pas mal rajeuni pendant la free agency, donc c'est pas mal. Et puis évidemment pour Damian Jones et consorts, toujours aussi content. Ben, quelque chose à rajouter sur cette off-season ? Content, c'est beaucoup dire. Alors, tout à fait d'accord sur l'ajout au niveau du poste 5. Je pense que Bryant et Jones, c'est très intéressant pour des tarifs très avantageux. Là où je pense qu'il y a un manque criant, c'est sur le shoot à 3 points. On n'a absolument aucun shooter dans cette équipe qui en manque désespérément. Donc après, on pourra reparler un peu de ce qu'on a vu en pré-saison, mais clairement, ça va être le gros point faible. Alors, je ne reviens pas sur l'absence de trade de Russ, ça, on est tous d'accord que c'est un problème, mais disons qu'avec le peu de moyens qu'on avait, on s'en sort pas trop mal, mais il y a quand même encore des manques criants qui sont pas comblés, quoi. Matt, ton avis du coup sur les moves faits par Rob Pelinka ou ceux qui n'ont pas été faits ? C'est sûr qu'on avait besoin de rajeunir cette équipe, ce qui a été fait, donc ça va évidemment un peu plus vite. Je pense qu'en termes d'énergie défensive, il y en aura un petit peu plus avec des jambes fraîches. Comme vous le disiez, pas de Beverley, quoi qu'il arrive,
ça ne peut pas faire de mal, et bien au contraire, voilà, c'est quand même un mec qui met une énergie défensive assez dingue et qui comment dirais-je, est un leader aussi sur le terrain. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, donc il va faire du bien. Là où moi j'ai vu de vrais problèmes de communication l'an dernier, surtout le fait d'être allé beaucoup voir jouer les Lakers à la crypto.com. J'ai beaucoup observé le body language des mecs, je regardais beaucoup ce qui se passait sur le banc, ce qui se passait sur le terrain, et c'est vrai que personne ne communiquait. Quand ça allait mal dans un match, je voyais personne prendre le lead, je voyais pas LeBron attraper des mecs et bouger le cul des gars, etc. Et c'est vrai que je pense que l'arrivée de Pat Bev déjà à ce niveau-là va faire du bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va dire les choses. AD est quelqu'un qui parle pas mal, mais étant beaucoup blessé, ben évidemment, on n'a pas eu l'occasion de l'avoir en même temps que LeBron très souvent pour remettre les choses à plat. Mais voilà, je pense que, en tout cas, moi, Pat Bev, je suis content de le voir chez nous. C'est le genre de mec que tu préfères quand même l'avoir avec toi que jouer contre lui. Et puis évidemment, le problème principal avec des joueurs comme AD et LeBron, ça va être le spacing. Donc shoot à 3 points, Pat Bev qui est un bon catch and shoot, puisque je crois qu'en catch and shoot il est autour des 38%, il me semble, si je ne m'abuse. Off dribble, c'est une catastrophe, ça oui. Mais voilà, après, Nunn qui peut un peu shooter. Lonnie Walker, je pense que vraiment c'était une erreur pour moi, le 31% l'an dernier. Je pense que c'est pas représentatif de sa qualité au shoot. Mais bon, voilà, on a de l'athléticisme. Je sais pas si ça se dit en français, je sais que c'est en anglais, ça. Je sais pas si ça se dit. On a de l'athléticité. Mais voilà, là je reste quand même persuadé que quoi qu'il arrive, on ne peut pas starter Russ, et que même si il lead la B-unit, là pour moi c'est un vrai problème, c'est-à-dire que c'est vraiment problématique. Il détruit un peu le jeu avec le genre de joueur qu'on a. C'était un peu la question qui s'est posée. Je rebondis sur ce que tu disais. À l'arrivée de Patrick Beverley, c'était qu'est-ce qu'on fait de Russ? Est-ce qu'il faut mettre les deux sur le backcourt, sachant que déjà Russell Westbrook dans le 5 ça fonctionnait pas. Voilà, tu l'as dit tout de suite. Darvin Ham a évoqué une possibilité de le mettre sur le banc, et c'est un peu ce qui s'est passé sur des matchs de la pré-saison. Mais messieurs, est-ce qu'on attaque déjà sur cette pré-saison? Du coup, on a eu 6 matchs à se mettre sous la dent. Ouais. Malheureusement, on n'a pas réussi à reproduire l'exploit de l'an dernier qui consistait à ne remporter aucun match. On finit avec une victoire contre les Warriors. Il y a du progrès. C'est ça. Tout de même 5 défaites avec un joli blowout pour finir face aux Kings. Messieurs, est-ce qu'il faut déjà rage-quit la saison, ou pour reprendre une phrase assez connue, faut-il s'inquiéter pour les Lakers? C'est pas mal du tout. Que dire? Par où commencer? Non, franchement, la pré-saison, après c'est la pré-saison. Ils ont essayé quand même à chaque fois un système différent. Donc. Ouais. Je pense que le coach a essayé beaucoup de choses. Il a essayé des line-up différents. Je crois que le starting line-up n'a jamais été le même sur les 6 matchs. Non. On a quand même eu de petites choses sympas à nous mettre sous la dent. Je vous laisserai déchirer tout le monde après. Je vais peut-être souligner 2-3 trucs qui m'ont plu. Kendrick Nunn, du coup, la promesse Kendrick Nunn, joueur qu'on attendait, qu'on avait envie de voir sur le parquet avec les Lakers la saison dernière, et faute de blessures et d'emploi fictif, on n'avait pas pu en profiter. Mais il est là, il revient. C'est une vraie recrue pour le coup. Ouais, alors c'est une vraie recrue du coup 1 an après, effectivement. Ouais. C'est un vrai ajout pour nous. Ouais. Absolument, on est bien content de l'avoir cette année parce que il apporte en fait finalement. Je sais, alors défensivement, on sait que c'est pas non plus élite, mais ça peut être qualitatif. Et puis en attaque, mais il est toujours où il faut, contrairement à Russ. Absolument. Alors, il s'implique. Ça, c'est vrai qu'on ne pourra pas le lui enlever. Un peu à la manière d'un KCP qui était pas le meilleur défenseur de l'histoire, mais qui était très impliqué et qui du coup quand même bonifiait ton équipe en défense sur les phases défensives. Et donc oui, tu récupères un joueur qui mine de rien est quand même aussi intelligent dans son jeu. Tu sens que c'est un joueur qui a connu l'école Spoelstra quand même dans sa manière d'aborder
certaines phases. Et puis voilà, Puis il peut prendre feu, quoi. Il peut sortir, mettre 20, 25 points sur 2-3 cartons quand il prend feu, comme il avait fait d'ailleurs contre les Lakers. Si je ne m'abuse, lors des finales, il y a un match où il rentre et il en met 20, 25, un truc comme ça. Non, mais oui, il a ce côté puncher, il a ce côté un peu volume scorer, il peut aussi mettre des shoots. Je pense de toute manière que, enfin, on en parlait un petit peu Clément off, mais il était pressenti pour être l'un des potentiels starters, et je pense qu'il le sera probablement, surtout vu ce qu'on a vu dans la pré-saison. Il a fait le boulot. C'était l'un des rares joueurs qui a été régulièrement vraiment bon. Je sais pas ce que t'en as pensé, Clem, toi de ton côté, par rapport à Arden. Ouais, pour ajouter, alors sur le plan défensif, j'ai souvenir du podcast qu'on avait fait la saison dernière pour le présenter un petit peu. Il fait une saison rookie exécrable en défense. La deuxième saison est un peu mieux, mais les indices en sa faveur, c'est que Spoelstra n'a jamais cherché à le cacher. En termes d'adversité, c'était l'un des joueurs qui avait le match-up le plus difficile avec Jimmy Butler et Bam Adebayo. C'est pas un mec qu'il allait planquer comme Goran Dragic quand il était au Heat, ou Russell Westbrook qui l'année dernière est passé d'un défenseur point of attack, donc sur le porteur de balle, à un rôle de helper, loin du ballon, sur des joueurs qui sont là pour shooter et qui sont là pour faire du spacing. Il avait vraiment des missions difficiles qu'il a plus ou moins réussi, mais ça reste encourageant sur le potentiel de ce joueur, en se disant c'est pas un point mort quoi en défense. Ça sera jamais ton meilleur défenseur du roster, et ça tombe bien, on a Patrick Beverley pour faire ce rôle-là, mais pour prendre ce rôle-là, pardon. Mais je suis convaincu que ça va bien se passer pour Kendrick Nunn en défense. Et puis si je peux continuer d'épiloguer rapidement, de toute façon il y a des points positifs, il n'y en a pas non plus une tonne, mais il y en a un aussi que je voulais souligner, c'est la belle pré-saison, je trouve, d'Austin Reeves. Oui, qui confirme en arrivant dans sa sophomorière que c'est un joueur plein de maturité, très très intelligent, sur qui les Lakers vont compter, sur qui je pense LeBron, mine de rien, compte. Et c'est un joueur qui va avoir des minutes la saison prochaine. Je pense que le coach lui fera confiance. Est-ce que c'est suffisamment costaud pour être titulaire régulièrement? S'il progresse dans son shoot. Ouais. Certainement. S'il progresse dans son shoot, il est incontournable pour moi. Mais en tout cas, en pré-saison, on a vu le Austin Reeves qu'on a énormément aimé l'année dernière, c'est-à-dire de la défense très intelligente et très active, du playmaking. C'était quand même un mec qui, quand on l'avait récupéré, beaucoup pointé du doigt la qualité de son playmaking. Il nous a offert 2-3 belles sensations la saison dernière, mais voilà, c'était pas lui le man of the year à ce niveau-là. C'était plutôt Russ et LeBron, mais on voit quand même qu'il a un certain talent en playmaking, et puis il est présent bon, il est hyper actif en fait, le mec. Et ouais, belle surprise. On se rend compte quand même qu'il va arriver à bonifier un effectif, qui va arriver à beaucoup bonifier un effectif en arrivant non drafté, etc. C'était quand même une belle petite victoire en soi. Voilà, c'est ce que j'ai gardé de positif cette pré-saison. Je vous laisse pour la partie guillotine, mais voilà. Ben, est-ce que Austin Reeves, on est d'accord, c'est une vraie satisfaction de l'an dernier, de cette pré-saison. Et même, je trouve que quand il rentre là, sur la pré-saison, tu as vraiment l'impression d'un mec qui a roulé sa bosse, en fait. Il donne pas du tout l'impression d'être sur sa deuxième année. Et tu as vraiment l'impression que quand il rentre, il a toujours fait partie de cette équipe, tu vois, qu'il a une vraie maturité, expérience, connaissance tactique, il voit tout, il voit vite. Ouais, franchement, je pense que Austin, ça peut être une très très grosse surprise si évidemment il progresse au shoot, ne serait-ce qu'arriver à un petit 36%, tu vois, 35-36. Mais vraiment, je suis fan absolu de ce joueur, et pour le petit clin d'œil, je trouve ça assez marrant que sur le dernier match de saison régulière, quand plus personne ne joue, on le met titulaire, il nous sort quoi, un triple-double à 30, non, c'est ça, 30 points je crois. Et rappelez-vous, celui qui avait fait ça sur les matchs qui ne comptaient plus 1 ou 2 ans avant, c'était Caruso. Il l'avait fait sur un des derniers matchs, il nous avait planté je ne sais combien de points sur l'année avant le titre. Et je trouve le petit rapport un peu marrant, parce qu'on dit que c'est un peu le nouveau Caruso, c'est-à-dire l'outsider, celui qu'on n'attendait pas et
grille les étapes, j'ai envie de dire. Et ouais, non, Austin Reeves, grosse satisfaction. Et moi, j'aimerais vraiment le voir starter parce que, mine de rien, il a quand même aussi de la taille en plus de son IQ et de son énergie défensive. Le parallèle peut se poursuivre en se disant que Austin Reeves va partir à la fin de l'été parce que Pelinka ne voudra pas lui donner 5 millions la saison, quoi. Ouais, putain, ouais, ça aussi, c'est une grosse probabilité, mais je pense que LeBron vivant, ça n'arrivera plus. Je me disais pareil avec Caruso, tu vois, c'est ma naïveté est morte. Ouais, je te jure. Ben, est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette pré-saison, des choses qui t'ont tapé dans l'œil? Ouais, justement, je vais plutôt mettre 2 choses positives en avant, même si je rejoins celles qui ont été déjà énoncées. Anthony Davis, qui n'a joué que 3 matchs, mais plus de 20 minutes de moyenne. Shooting vraiment très, très solide. Il s'est remis à l'endroit. Moins de prise de 3 points. Meilleure sélection de shoot. Clairement, si le physique suit, je reste persuadé que notre saison va dépendre grandement de lui. Donc en tout cas, plutôt content de ses prestations. Et puis moi j'ai regardé 3 matchs sur les 6. L'impression défensive sur ces matchs qui restent de la pré-saison, on est bien d'accord, est très 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 différente de ce que j'ai vu l'année dernière. Et là-dessus, je pense que le coach n'y est pas pour rien. Et s'il arrive à vraiment, avec effectivement des leaders défensifs comme Beverley, à redonner une envie à cette équipe de défendre, ce qui avait fait notre succès dans la bulle, on a quand même des motifs d'espoir pour la saison régulière déjà pour commencer. Donc comme tu dis, même avec AD, je pense que n'oublions pas qu'AD c'est un des meilleurs défenseurs de cette ligue. C'est-à-dire que quand AD il est healthy, c'est juste exceptionnel son niveau défensif. On l'a vu quand même mettre des mecs comme Embiid dans sa poche la saison dernière. Et c'est vrai que moi je pense que avec Pat Beverley, AD, on sait que LeBron maintenant il peut que le faire sur des séquences. Parce que son énergie est plus la même qu'il y a quelques années, mais LeBron est un elite defensive player quand il se met dans des séquences à défendre. Tu te dis quand même que là, il y a de quoi tenir à dragée haute à des grosses équipes avec des Giannis, avec des comment dirais-je, son sergent. Des KD par exemple. Des KD, etc. Et donc c'est vrai que Middleton. Et donc c'est vrai que là pour le coup défensivement je te rejoins, c'est que déjà on a des jambes fraîches, on a de l'énergie. Même un mec comme Damian Jones qui est grand, costaud et qui bouge vraiment bien pour un mec de sa taille. Je trouve que défensivement en tout cas là où le bas a blessé aussi énormément l'an dernier, je pense que là on va passer vraiment du coq à l'âne. Mais évidemment le point central de tout ça va être AD. Si AD est healthy et disponible, ça va le faire, sinon ça va être compliqué. Et puis tant qu'on a LeBron et AD, de toute façon, dans cette ligue, tu peux toujours espérer, quoi qu'il a. Tu as raison aussi sur ce point-là, c'est qu'on a rajouté de la viande fraîche et dynamique au poste 5, ça va quand même permettre à AD de ne pas avoir à tout faire en défense, parce que sur beaucoup de séquences l'année dernière, il était obligé de tout faire en défense, il était cuit en attaque, il était plus lucide. Et donc forcément, plus prompt aux blessures aussi. Malgré tout, le fait qu'on ait ces renforts à l'intérieur, déjà lui qui veut absolument jouer point forward, il sera satisfait de ce point de vue-là, et je pense qu'il sera quand même moins attrait à toutes les tâches défensives, il va pouvoir jouer sa partition à lui, et du coup en attaque aussi être plus disponible et plus lucide. Donc je pense que ça c'est quand même un point positif aussi. Avec même une petite astérisque sur ce que tu viens de dire Ben, puisqu'on voit quand même que le plan du coach pour l'instant, c'est plutôt de faire jouer AD poste 5. C'est plutôt ce qui a été, c'est pas mal, c'est ce qui a été pas mal évoqué. Je pense que tu allais y venir du coup, Clem, peut-être. Oui, alors je comptais venir un petit peu plus tard dans le podcast, mais effectivement là sur le dernier match, il me semble qu'il commence 5 et ça avait été évoqué qu'il débute en 5. Ouais, absolument. Lui s'est dit prêt à débuter poste de pivot, tout en rappelant qu'il préférait jouer 4. Oui, bien sûr. C'est chaque saison. C'est ça. C'est chaque saison la même déclaration disant qu'il préfère jouer 4, mais bon, il jouera 5 si vraiment on lui oblige. Et bon, on sait qu'il sera, on sait que s'il est en bonne santé, il sera très compétitif, que ce soit poste 4 ou poste 5, parce qu'il est juste trop gifted. Pour compléter un petit peu sur AD par rapport à la pré-saison, pour un petit point de positif que j'ai repéré sur AD, c'est qu'il a visiblement drastiquement changé sa mécanique de shoot.
Et franchement, pour avoir vu beaucoup de vidéos et pour, à une époque, mettre pas mal focus sur tout ce qui était les mécaniques de shoot, etc., c'est beau. Franchement, il a une mécanique. Il a bossé avec Lethal Shooter tout l'été. Ouais, il a bossé avec Lethal Shooter. Avec qui j'ai bossé pour la méthode. Avec lui à LA. C'était génial. Mais ouais, justement, il a bossé avec lui tout l'été puisque je me parlais avec Lethal Shooter, justement. Ouais. Et il était vraiment, comme il dit, locked in. Et il a bossé sur ses lancers francs et son shoot à 3 points. Donc, et ça se voit clairement là sur ces matchs de pré-saison. Il a une super belle mécanique et on sait combien il pourrait être très dangereux, surtout aligné au poste 5 s'il peut étirer un petit peu le parquet. Alors voilà, il sera jamais le 40% à 3 points de Karl Anthony Towns sur 8 tirs à 3 points par match, ça c'est sûr. Mais s'il pouvait rajouter une arme qui, mine de rien, nous avait beaucoup aidé pendant la bubble, sans forcément cette même efficacité insolente qu'il avait, mais ne serait-ce que d'augmenter un petit peu. Même, tu montes à 35, ça c'est 35-36, le mec, tu peux pas le laisser tout seul. Exactement. C'est déjà un bon petit point que j'ai repéré dans la pré-saison. Bon, on n'a rien dit de négatif, alors que on a quand même perdu 5 matchs et qu'on a le moral quand même globalement pas au top avec l'arrivée de la saison là dans quelques jours. Parce que je crois que inconsciemment on espère tous quand même encore un move de Russ avant les playoffs. Et moi je pense que c'est très stratégique tout ça. On peut pas trop donner pour des gars qui n'en valent pas la peine juste parce qu'on est dans l'urgence. Il faut aussi penser à l'avenir de la franchise. Et c'est vrai que ce que demande, et je suis même pas sûr que Buddy Hield et Turner soient ce qu'il nous faut, parce que Buddy Hield défensivement c'est quand même une catastrophe ambulante. Mais je pense que il y a aussi tout un jeu d'échecs à mettre en place parce qu'aussi il y a une énorme free agency l'été prochain. Il y a beaucoup de gars sur le marché et quand tu as un expiring contract comme Russ, c'est quand même le rêve pour une free agency comme celle qui arrive. Donc c'est surtout là-dessus où c'est un peu c'est pas très clair et on espère mais on n'espère pas, mais on est défaitiste, mais en même temps on se dit mais quand même, tant qu'il y a quand même des mecs qui vont vouloir Russ, qui vont nous donner des trucs très intéressants pour nous, pour gagner tout de suite, parce qu'ils vont vouloir reconstruire aussi leur équipe et le contrat de Russ l'été prochain, ça va grandement les arranger. Donc je pense qu'inconsciemment, on sait qu'on a LeBron AD, qu'on a quelques mecs qui valent le coup autour, donc tu dis quand tu as ces deux-là, tu peux quand même être optimiste tant qu'on ne dit pas qu'ils sont pas disponibles. Et en même temps, Russ, tu as toujours ce truc de se dire, soit tu le mets sur le banc carrément jusqu'à quitte à même plus le faire jouer à un moment, et tu te dis tu arrives à avoir une équipe avec quelque chose de solide avec ce qu'on a déjà sous la main, mais en même temps tu te dis aussi avec les expiring contracts, tout ça comme celui-là, il y a des mecs peut-être qu'au mois de février ils vont dire allez vas-y on voit des trucs plutôt cool pour vous faire votre run de playoff, si playoff on arrive à faire, mais bon j'ose quand même espérer qu'au complet on arrive à toucher les playoffs. Mais je pense que il y a toutes ces choses-là en suspens. On sait pas trop quelle est la stratégie au final, quoi. S'ils veulent vraiment tout donner pour gagner tout de suite pour LeBron, ou s'ils se disent on attend février et sinon on signe un Kyrie ou je ne sais quoi sur la free agency l'été prochain. Je vais partir d'un petit constat moi, sur mon point positif, c'est par rapport au playmaking, au playbook offensif. Darvin Ham avait beaucoup parlé pendant l'été sur l'importance défensive, le rôle attribué à AD, la motivation de Russ, que Russ était prêt à jouer pour lui, etc. Et ce qu'on attendait, nous, suite aux saisons sous Frank Vogel, on avait cessé de lui taper dessus parce qu'au niveau offensif, c'était tellement pauvre, peu varié et peu efficace, on s'attendait à mieux. Et en fait, sur cette pré-saison, on a vu des choses très intéressantes. Il y avait énormément de systèmes différents, il y avait du mouvement loin du ballon, ce qui permettait de faciliter des lignes de drive. On a vu
Russell attaquait régulièrement le panier ou faire une passe supplémentaire sous le cercle pour un joueur qui était libre. Ça permettait aussi de dégager de l'espace pour AD au poste, etc. Il y avait une stat qui découle de ça, c'est que sur cette pré-saison, et on est d'accord que c'est que la pré-saison, hein, donc difficile de tirer des conclusions, sachant que tous les titulaires n'ont pas joué plus de 20 minutes, etc. Mais grosso modo, il y a 60% des catch and shoot des Lakers à 3 points qui étaient open, en fait. Il y a 70% des équipes de la ligue sur cette pré-saison qui ont fait moins bien. On shoot énormément de 3 points ouverts. On l'avait pas énormément. Parce que les sont vraiment c'est ça. Faut le dire. C'est ça. Sauf que, en fait, il y a 80% de la ligue qui shoot mieux que nous. Ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a, grâce au système, etc., on a pu dégager des positions libres, que ce soit sous le cercle ou à 3 points. C'est ce que voulait Darvin Ham, mais on est incapable de les rentrer parce qu'on n'a pas l'effectif. On n'a pas la qualité, ouais. C'est ça. Ouais, de là découle, effectivement, l'idée c'est forcément de trader Russ parce que ça sera mieux pour les Lakers, ça sera certainement mieux pour le joueur aussi. Il est en train de vivre un enfer, lui, de son côté. Et je rebondis sur Buddy Hield qui notamment est une cave défensive assez impressionnante, c'est-à-dire que où qu'il passe, quel que soit son rôle, forcément tu sais très bien que ça sera pas un bon défenseur, ça sera même un défenseur négatif, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 5 ou 6% des joueurs qui sont moins bons que lui en défense dans la ligue. Mais en termes de shoot, c'est quand même quelqu'un qui regarde dans les yeux, enfin peut-être pas regarder dans les yeux, mais si tu veux qui est dans le haut du panier, donc il y a Stephen Curry, il y a Seth Curry, et t'en as pas beaucoup d'autres qui shootent mieux que lui. En carrière, il est dans le top 10. Ouais. Et en catch and shoot, c'est toujours une monstruosité. Est-ce que Pelinka, qui temporise là actuellement, et Pritchard, le GM président des Pacers, qui temporise lui aussi, est-ce que ça va se décanter au bout de 10 matchs en voyant que les Lakers sont à 2-8 et que Indiana, ou à l'inverse, que Indiana est déjà à 1-9, ils savent déjà que Miles Turner ne va pas rester puisque lui aussi est free agent à la fin de la saison. Est-ce que ça va se décanter à ce moment-là et que l'un va céder au niveau du nombre de tours de draft ajoutés à Russell Westbrook ou de la protection? C'est ça. Je pense que c'est l'objectif de Pelinka. Maintenant, qu'on se le dise, moi, si dans 15 matchs, les Lakers ils sont à 3 victoires et 12 défaites et que Pelinka il fait son deal avec 2 tours de draft non protégés, c'est quand même un aveu de faiblesse de sa part. Quand bien même tu rajoutes des joueurs qui vont t'aider pour chercher un titre, parce qu'on se le dise là actuellement, avec le roster, on ne va pas chercher un titre. Hein. Non. C'est beaucoup trop limité comme ça. Est-ce que des joueurs capables, de mon point de vue, Miles Turner est un de ces joueurs-là. Est-ce que des joueurs comme Buddy Hield et Miles Turner vont pouvoir suffisamment t'apporter pour que tu sois pas forcément un prétendant, mais au moins dans les 4 premières équipes de la ligue, sur ta conférence, tout du moins les 4 premières équipes de ta conférence, et faire un peu figure d'épouvantail en play-off? Pour moi, c'est l'idée. Même si ton pic de draft en 2027 ou en 2029 est sacrifié à un moment donné, je pense que si tu as LeBron et que tu l'as re-signé cet été pour des saisons supplémentaires, tu as quand même eu un engagement envers lui que tu allais avoir un roster compétitif. Ah oui, lui, il n'est pas venu là juste pour faire de la figure, ça c'est sûr. S'il a signé, c'est qu'il veut prendre des titres et c'est maintenant. Maintenant, le truc que je me dis aussi, c'est que peut-être que la bonne stratégie, c'est aussi d'attendre février et en se disant, en partant du principe qu'ils se disent, quoi qu'il arrive avec ce roster-là, on va chercher les playoffs. Ils sont peut-être dans leur tête persuadés en se disant, voilà, on va aller chercher les 6 premières places. Et se dire, en février, il y aura peut-être des équipes qui auront décroché, qui sentent qu'ils n'iront pas en play-off et qu'ils n'ont rien à jouer. Et que peut-être là, si tu as un expiring contract, ils vont se dire, tiens, on vous file celui-là de Russ qui est plus intéressant pour nous, filez-nous ce mec-là, ce 3&D. Ou il y a aussi cette stratégie que moi, je trouve, en tout cas dans la prudence, plutôt intéressante si on part du principe qu'avec ce roster, on arrive à se démerder pour être toujours dans les 5, 6, même peut-être plus, on ne sait pas. Hein. Après, peut-être qu'un miracle va se passer, mais en tout cas, on part du principe qu'avec ce roster-là, on peut aller chercher les 6 premières places et tu te dis, peut-être qu'en février, Russ, on arrivera à faire un truc de mieux sans lâcher forcément des draft picks. Oui, en effet, c'est la volonté aussi de relancer Russ et d'avoir confiance dans ton roster pour avoir une place. Par contre, si tu es acculé et que tu es à la 11e place à arriver à la trade deadline, là, ça commence à être compliqué pour avoir un titre intéressant. Et tu as un autre risque aussi, c'est que, on va pas se mentir, des équipes qui se reconstruisent en grande partie en février ne sont pas des équipes qui ont souvent le temps de se préparer, et là pour arriver et performer en playoff, je crois que c'est très rare. J'ai pas d'exemple là comme ça. Les Browns n'avaient pas fait ça avec les Cavs, et tout trade au mois de février.
Oui, ils avaient échangé énormément de joueurs. Ils étaient arrivés en finale, mais ça peut abusé après. C'est vrai que c'était une exception parce que c'était LeBron. Hein. Ils étaient allés chercher Clarkson et compagnie. Ouais. On a LeBron en l'occurrence, mais c'est vrai que oui, c'est un tel chamboulement au mois de février, le risque, c'est que ça n'ait pas le temps de cliquer. Tu vois, Après, je sais pas si ça va être un vrai chamboulement dans le sens où pour moi, un mec comme Russ, s'il joue peu de minutes, ce qui pour moi va arriver forcément s'il continue à faire ce qu'il fait parce que c'est même B-Unit et tout. Pour moi, de donner même plus de 20 minutes de jeu à Russ dans cet effectif avec ces joueurs-là, c'est dangereux, quoi. Il aura, je pense, les 20 minutes sans vouloir trop m'avancer. Oui, évidemment, parce que c'est Russ et que il veut le relancer, mais je sais pas. Pour revenir sur le chamboulement, si tu récupères quand même un Miles Turner pour lequel tu vas quand même un petit peu te saigner parce que tu l'auras pas gratuit, et c'est un mec qui joue uniquement poste 5, alors que là, tu as un coach qui actuellement pousse plutôt vers un ID poste 5, tu vois. Donc, tu as quand même du chamboulement. Tu fais venir du coup un pivot que tu vas associer avec ID. Je dis pas que c'est une mauvaise idée. Moi j'étais plutôt pour Hield et Turner. Même, moi, franchement, je suis plutôt même pour envoyer les 2 pics non protégés pour les récupérer maintenant et pour faire la saison maintenant avec eux et tout plaquer et y aller. Mais c'est le faire en février, pour le coup, j'ai un peu de doute parce que là, tu chamboulerais énormément de principes, même de coach qui viennent faire venir, quoi. Donc, ça se discute après, hein, mais ouais. Disons que l'avantage, on a beaucoup eu ce discours par rapport à Anthony Davis qui est certes meilleur en 5 qu'en 4. Anthony Davis est meilleur en 5 qu'en 4 sur le plan offensif, c'est-à-dire qu'il est plus proche du cercle, il n'a pas de pivot qui lui bouffe la place dans la peinture, et donc automatiquement il est beaucoup plus efficace. Ça se vérifie avec les stats, il était meilleur quand Dwight Howard et Javel McGee par exemple étaient sur le banc et qu'il était aux côtés de Kuzma ou Markieff Morris. Tous les playoffs, il était en 5, hein. On a gagné le titre avec lui en 5. C'est ça. Sauf que, à l'inverse, défensivement, il est meilleur quand il n'est pas le seul protecteur de cercle. C'est-à-dire qu'il vient en seconde lame et en helper. Et là, il est encore plus efficace. Et en fait, il faut trouver ce profil hybride où tu as un pivot ou un 4 qui défend le cercle et qui peut s'écarter. On a eu Marc Gasol en fin de carrière il y a un an. Miles Turner est de ce calibre-là, c'est-à-dire que lui, il va pas prendre la place d'AD dans la peinture. Et par contre, défensivement, c'est lui qui va venir te souder ta défense et AD il revient derrière mettre le couvercle s'il y a besoin. Après, Miles Turner, c'est pas non plus un Gasol qui shoot à 39%. Non, et c'est pas non plus une certitude, un joueur dont tu as la certitude qu'il va faire tes 82 matchs et qui sera là en playoff en bonne santé. On est d'accord que c'est un pari. 35 matchs que 80. C'est ça, on est d'accord que c'est un pari aussi. Ouais. Absolument, c'est un pari. Mais c'est un pari qui te sort quand même du problème Westbrook, qui au-delà d'être un problème parce que c'est Russell Westbrook, parce qu'on l'a vu la saison dernière, on a vu que ça fonctionnait pas forcément, c'est aussi parce que ça résoudrait aussi un problème d'empilement de guard qui est quand même assez cruel dans cet effectif. Alors là, Schroeder se blesse, donc, et on l'apprend juste il n'y a pas longtemps. Donc voilà, mais on a aussi un problème, c'est qu'on a énormément de guards petits dans ce roster. Petite taille, j'entends. Ouais, Nan, Beverley, Walker, c'est pas des grands. Quoi. Ah, c'est tous des Schroeder. Parce qu'ils sont tous plus grands que moi, mais voilà. Mais voilà. Et donc du coup, c'est vrai que avec les profils Hield et Turner, ça reste un rêve parce que pour l'instant, ça a quand même. Franchement, si tu suis un petit peu les news, ça a l'air d'être totalement mort et totalement au point mort. Donc après, mais moi, ce que je trouve, en fait, là où je suis pas espoir, c'est que ne sous-estimons pas cet énorme expiring contract. Je pense qu'une équipe comme les Pacers qui veulent reconstruire et qui ont fait des trades dans ce sens-là, c'est-à-dire de reconstruire avec jeunes, ils sont séparés de Brogdon, etc. Ils ont pris Haliburton. Une équipe comme eux, tu leur dis quand même, les mecs, à la prochaine free agency, parce que, comment il s'appelle, l'ami Buddy Hield, il a encore 1 an de contrat, je crois, derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui veut dire que pour eux, ça ne dégage pas tant de salaire que ça à la prochaine free agency l'été prochain. Ce sera juste le contrat de Miles Turner. Tandis que tu fais le trade, tu récupères un Rust, tout de suite, tu libères 47 millions l'été prochain. Et ce qui fait quand même que pour eux, pour reconstruire une équipe jeune et mettre peut-être une star avec Haliburton et 1 ou 2 gros mecs autour, c'est quand même pas négligeable. C'est pour ça que moi, je baisserai pas trop ma culotte devant les Pacers. Parce que ils sont plus pour moi à donner, à prendre des contrats comme Russ pour construire après l'année d'après que avoir une équipe compétitive cette année et prendre tous nos draft picks, quoi.
Écoute, que de t'entendre, moi je me disais ça au mois de juin, résultat, Russ est toujours là, il va démarrer loin avec nous. Donc, tu vois, il y a ça. Après, c'est le jeu des négociations, hein. C'est aussi normal qu'il jusqu'à la dernière minute, il joue avec les nerfs de Pelinka et de Libran. Ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette situation, sur notamment Russell, puisqu'on est rentré dans le sujet? J'avais lancé un sujet un petit peu plus tard sur Russell Westbrook en me demandant si c'était pas le propulser. Il est trop central, Russ, pour attendre. Ouais, mais ça va durer quelques matchs, je pense, mais en sixième homme, ça va être compliqué. Enfin, pour moi, c'était mettre un petit pansement sur une plaie assez béante. Ouais. Que ce soit pour les Lakers, mais aussi pour lui, hein, je tiens à le dire. Ah, mais honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour Russ et sa carrière. Maintenant, nous, on parle de notre équipe qu'on supporte, l'équipe qu'on supporte et qui tournait avant Russ, et on l'a vu de quelle manière, puisque évidemment, même avant l'arrivée de Russ, je pense qu'on allait quand même en finale si AD se blesse pas. Phoenix, je pense on leur aurait mis un 4-1 avec l'effectif au complet. Maintenant, c'est juste aussi que voilà, nous, on prend le parti de défendre notre franchise, etc., la franchise qu'on supporte. Russ, évidemment, c'est immense ce qu'il a fait dans sa carrière. Maintenant, voilà, je pense que ça fait aussi évidemment mal au cœur de voir ce qui se prend dans la tête. Mais à un moment, voilà, c'est surtout, j'espère qu'un jour on saura qu'est-ce qui a motivé ça. Qui a pris cette décision absurde alors que le monde entier savait que ça ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire que nous, qui ne sommes pas des professionnels, qui ne jouons pas ce jeu à leur niveau, avec un mec aussi intelligent que LeBron James, et j'ose espérer quand même que Pelinka est un cerveau, j'arrive pas à comprendre ce move. C'est-à-dire qu'il faut qu'un jour on nous dise qui c'est qui a forcé. Je ne peux pas croire que ce soit Rob Pelinka qui ait pris cette décision. Tu sais j'ai du mal. Vous m'entendez? Oui. J'ai du mal à me dire qu'un mec aussi intelligent niveau basketball que LeBron James est forcé pour avoir un mec comme Russ à ses côtés. Je n'arrive pas à concevoir ça. Et au final, voilà, je trouve que c'est une tâche sur la carrière de LeBron, ce truc-là. Parce que clairement, je ne pense pas que ce soit un mec comme Pelinka qui prenne cette décision. Et en même temps, c'est une tâche bon, il avait là sur les dernières années, surtout à Houston, c'était pas terrible Russ, mais il va quand même en play-off avec Washington. Il fait quand même une saison quasi, je crois, triple-double. Il va au play-off avec une équipe d'outsiders. Donc je me dis, il y a vraiment ce truc-là. C'est ça qui tourne autour de Russ et qui est dommageable, c'est que c'est un mec évidemment pour qui on doit avoir du respect, mais il faut qu'on ait un jour ce pourquoi du comment ce truc est arrivé. Je ne peux pas concevoir qu'un mec aussi intelligent que LeBron, il n'ait pas vu ce que le monde entier et tous les fans de basket dans le monde avaient prédit. Je ne peux pas concevoir qu'il ait fait. C'était un peu sorti en fin de saison dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des articles de sources anonymes, hein, mais qui pointaient du doigt Clutch Sport, Rich Paul et son influence, qui avait un peu poussé pour ramener Russell Westbrook avec son pote LeBron. Bon, est-ce que c'était une tentative de Rob Pelinka de se dédouaner quand même de ces conneries qu'il avait fait et quand même de l'aval qu'il a donné à ce trade? C'est aussi possible, mais... Le problème, c'est que je suis un GM, je suis pas sûr qu'il serve à grand-chose quand LeBron est là. Je pense qu'on lui enlève un peu son pouvoir, clairement. Ouais, mais je pense qu'on sous-estime aussi le pouvoir et l'impact que Rob Pelinka a auprès des dirigeants et l'aura qu'il a. On parle quand même de 2 saisons foirées en termes de management dans la plus grosse franchise du monde, sachant que tu es champion en 2020 et le mec est prolongé. Je la trouve pas foirée, moi, la saison d'avant. Non, mais la saison d'avant n'est pas foirée, si tu veux. Mais oui, elle est foirée sur le résultat parce qu'il y a les blessures, mais en termes de. Ouais, je pense que ça se casse avant. Je la trouvais. Mais ça peut être. Non, mais le recrutement était bon. Ouais, c'est ça. Le recrutement est bon, mais arrivé à la trade deadline où Rob Pelinka impose Andre Drummond au roster et dit en gros à Frank Vogel, Andre Drummond, tu vas le mettre titulaire parce qu'on veut le prolonger l'été prochain, donc il faut le mettre titulaire devant Marc Gasol. Voilà. À partir de là, je pense que c'était foutu. Il a voulu mettre des sparadraps, etc. Alors que l'effectif, en effet, il était très intéressant. Moi, je me souviens de la preview qu'on avait fait. Moi, j'étais enjoué d'avoir pris Dennis Schroeder. On avait pris Montrezl qui pouvait apporter. On avait déjà dit qu'il allait apporter en saison régulière. En playoff, ça allait être plus compliqué. Mais Marc Gasol, on était très content de la signature de Marc Gasol. Et en fait, il y a eu les blessures. Il y a eu le manque de créativité du coaching staff. Il y a aussi eu Andre Drummond qui est arrivé en plein milieu.
milieu. Il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là, en fait. Et c'est un peu la critique qu'on peut avoir vers Rob Pelinka de toujours amener des stars et trader tes role-players pour amener des stars. André Drummond, qui était aux Cavs, etc., il faisait ses stats à Détroit avant, il faisait ses stats aux Cavs, mais sans être une star. En fait, on l'a ramené pour ça parce qu'il avait ce côté clinquant. Pareil, on allait chercher Russell Westbrook alors que j'étais le premier à vouloir que Kyle Kuzma parte et qu'on pouvait le trader contre quelque chose d'intéressant. Mais on est allé chercher une star en balançant 3 role-players, en sacrifiant Alex Caruso, tout ça pour amener du clinquant. Caruso, il a été sacrifié, je pense même pas pour Russ Westbrook, c'est pour THT. C'est THT à qui ils veulent donner les 10 millions qu'ils auraient dû donner à Caruso. C'était un pari qu'ils ont fait en se disant, bon, THT, on pense parce qu'il nous avait mis des étoiles dans les yeux sur les quelques apparitions qu'il avait fait juste avant de re-signer. Et on s'est dit, ah ouais, il a un potentiel de fou. Et ben, au final, il en a peut-être un qui l'atteindra ailleurs, mais pour moi Caruso c'est plus parce qu'ils ont donné la priorité à THT. Évidemment, il fallait faire de la place pour le salaire de Russ, mais plus que ça, je pense que c'est pour le coup lui c'est plus ils ont mis le pari sur THT à ce moment-là. Théoriquement, on était capable de prolonger les deux. Si les dirigeants, et notamment Jenny Buss, étaient prêts à mettre la main en portefeuille, on était capable de prolonger les deux et de rentrer dans la luxury tax. Par contre, peut-être que je me trompe, j'ai pas sous les yeux le deal, mais grosso modo, on a Kyle Kuzma qui part, Kentavious Caldwell-Pope, on a Montrezl Harrell qui part. De tête, ça doit faire 35 millions, un truc comme ça, et Russ coûte 42 millions la saison, un truc comme ça. C'est-à-dire que tu as 7 millions ici, qu'on décide de prendre un peu plus sur la masse salariale, parce que c'est Russ, parce que c'est une superstar, on décide de faire ce pari-là, et de charger un petit peu plus la masse salariale. Est-ce que ces 7 millions-là, tu les perds pas quelque part où tu veux re-signer ton meilleur défenseur extérieur ? Je sais pas. Ouais, ça doit jouer. C'est certes la décision. Attention, c'est pas parce que je me précise si vous voulez, c'est pas parce que Russell Westbrook est là qu'on a dégagé Caruso. C'est parce que le front office a fait une mauvaise décision et la mauvaise décision du départ, c'est d'avoir amené Russell Westbrook. Parce qu'en fait, tu as eu cet étau en fait qui se resserrait entre le fait que tu as récupéré un contrat qui était quand même gigantesque d'un point de vue comptable et que derrière tu as effectivement des dirigeants, des propriétaires plutôt, je devrais dire. Qui n'ont pas voulu mettre la main à la poche comme le font des franchises comme les Warriors, les Clippers, etc. Et tu t'es retrouvé coincé, tu as dû faire un choix et tu fais le mauvais. Mais même au-delà, on pourra refaire l'histoire Caruso pendant des heures. Hein. Franchement, pour souligner la nullité de Pelinka, puisqu'on est si on reste un petit peu sur de l'actualité, il suffit de voir le nombre de free agents qu'on avait récupérés la saison dernière, qui n'ont toujours pas retrouvé de franchise cet été. Ouais. Et qui c'est qui en a récupéré ? DeAndre Jordan a pris son. DeAndre Jordan en a récupéré un, le plus nul, on a récupéré un, c'est incroyable. En plus, c'était l'un des tout premiers contrats, tout frais payés à Dallas, tout le monde savait. Il y a qui d'autre Il y avait qui a été coupé, et c'est pareil pour Bazemore qui avait un contrat aux Kings et qui a été coupé, tu vois. Donc finalement, je me demande. J'ai même pas suivi qu'ils avaient été coupés. Ok. Si, les deux ont été coupés dans leurs franchises respectives. Le seul bon coup qu'on avait fait, c'était Malik Monk. C'est ça. C'est le seul qui... effectivement. Ouais. Mais tu vois, t'avais une liste, t'avais Carmelo, t'avais Dwight Howard, t'avais Ariza. Non, mais Adrien, pardon, excuse-moi, mais Carmelo a déjà des propositions par milliers et il va prendre son temps pour trouver. Il n'a pas encore choisi. Là, on est le 17 octobre, il attend encore, il n'est pas sûr, effectivement. Non, mais voilà, donc toi, t'avais les Didier Augustine, Bradley, Wayne Ellington. T'avais Haïti, j'avais oublié, mais on a eu Haïti sur ce roster aussi. Enfin, c'était voilà. Je pense qu'on peut quand même juger de la nullité de Rob Pelinka, non seulement sur le deal de Westbrook qui était une très mauvaise idée et qui en plus était très mal exécuté, mais en plus le fait d'avoir raconté un paquet de ploucs qui n'ont toujours pas retrouvé de l'équipe. Et puis tu peux rajouter à ça un paquet de trucs, le fait qu'ils soient incapables de valoriser nos assets correctement, qu'on soit obligé de toujours beaucoup donner sans forcément énormément recevoir. Enfin, Rob Pelinka, il vit quand même beaucoup, je trouve, sur une réputation je pense, t'as le côté affectif parce qu'il était très pote avec Kobe, etc. Mais malheureusement, d'un point de vue professionnel, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. D'ailleurs, vous avez vu cette histoire que DeRozan a sorti l'autre jour. Ouais, par rapport à sa signature de l'été dernier. Ouais. Tout était fait avec les Lakers et qu'en last minute, ils ont changé leur fusil d'épaule pour partir avec Russ. Alors que tout était fait pour lui, et lui, pour le coup, il était free agent, quoi. Il n'y avait rien besoin d'envoyer. Mais t'as quand même
tu vois quand même le pattern, Matt, que disait Clément tout à l'heure, qui était que le mec était quand même courtisé par les Lakers. Donc, c'est-à-dire que les Lakers voulaient absolument cette troisième star, alors qu'en fin de compte... En fait, ils voulaient un mec qui score quand LeBron se repose, quand AD est absent. Ils voulaient un mec qui puisse porter l'équipe et de gagner quelques matchs avec juste AD ou juste LeBron. T'étais quand même obligé d'envoyer quelque chose parce qu'on était au-dessus du cap et lui était free agent, donc il fallait forcément passer par un sign and trade et envoyer des joueurs. Mais voilà, il y avait quand même cette possibilité. Mais bon, il est à 25 millions, tu vois, il n'était pas à 47. Ouais, c'est ça. Avec des limites quand même en playoff, mais en effet, c'était moins coûteux pour les finances. Ouais. Oui, et puis c'est un mec, c'est une valeur sûre pour aller te scorer des 25-30 points quand t'as tes autres gars et tes autres soldats qui se reposent, quoi. Peut-être que tu cours pas après un spot en playoff, un spot direct en playoff. Peut-être que tu cours pas après ça, ouais. Mais bon, après voilà, de toute façon, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure aussi pendant les premières analyses, finalement, DeRozan ou pas, tu comptes vraiment sur la bonne santé de LeBron et AD de toute manière. C'est déjà la base. C'est la base. Quand tu as les deux, tu peux voir loin. Il suffit juste que les deux soient super réussis et qu'autour, tu aies 2-3 soldats qui fassent le taf défensivement aussi. Et qui rentrent des shoots quand même. Ça, c'est quand même... D'ailleurs, Nas, tu le disais, je rebondis parce que du coup, tu le disais aussi en privé, que tu attendais AD au tournant au niveau santé. C'est-à-dire qu'en 2020, après le titre, on lui donne grosso modo les clés de la franchise. Pour le moment, il a du mal à les prendre. Et la bubble, pourquoi il est satisfaisant, c'est qu'il a eu 3 mois de pause avec le Covid juste avant. Aussi, n'oublions pas que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a pu être aussi performant dans la bulle, c'est que pendant 4 mois, il a rien fait, il était pas au mastic sous les paniers à se taper avec les autres pivots de la ligue et que il a pu arriver frais et dispo dans la bulle. Donc ça aussi, c'est un facteur qui nous a bien arrangé, mais ouais, c'est vrai que c'est lui, hein, c'est la pierre angulaire aujourd'hui. Hein, c'est un joueur pétri de talent. Je pense qu'on va pas refaire son CV, on le connaît tous. MVP potentiel. Ouais, franchement, pour moi, il a le plafond, il a le ceiling. Hein, et pour moi, c'est une hérésie. Toujours, je le pense toujours dur comme fer qu'il ait pas eu ce deep que ce soit Giannis qui l'ait eu cette année-là. Mais effectivement, il dit cette saison. Là, il va être un peu dos au mur, le garçon. Il a plus le choix. Et puis, j'ai bien aimé le petit coup de pression de Kevin Garnett aussi. À mon avis, a résonné bien fort dans sa tête et où il a vraiment pris conscience de j'essaie de remettre les pendules à l'heure cette saison, sinon c'est fini pour moi. Je pense il le sait, c'est la saison, c'est maintenant ou jamais. Hein. Ah, mais nous, tu vois, on a été les premiers à énormément le défendre parce que c'est un joueur qu'on aime beaucoup. Puis c'est un joueur surtout qu'on a vu détruire les défenses les unes après les autres. Ah non, mais il est exceptionnel. L'année du titre. Mais tu vois, là, cette saison, on va avoir du mal à trouver énormément d'excuses et énormément si physiquement ça ne suit pas. Il y a eu la petite alerte là, qui lui a fait rater au dos, qui lui a fait rater un match de pré-saison. Là, j'ai vu tout à l'heure, il a donné une interview, il disait que tout allait bien et qu'il était prêt pour l'Opening Night et qu'il allait jouer et qu'il est prêt. Écoutez, j'ai envie de vous dire, pourvu que ça dure et on espère que ça tienne. Mais c'est vrai qu'une saison avec un AD à 65-70 matchs et une saison avec un AD à 40 matchs, c'est pas la même saison. Et d'arriver en playoff, c'est pas la même musique non plus. Donc voilà. Bon, on va voir comment il va se comporter dès demain face aux Warriors. Et messieurs, j'avais quand même une question. Du coup, on l'a dit tout à l'heure, a été avancée la possibilité qu'Anthony Davis débute en 5. Qui, du coup, pour accompagner LeBron James, Anthony Davis et possiblement Patrick Beverley dans le 5, à votre avis? Moi, à mon avis, ce sera plutôt Nunn, je pense. Même si, fondamentalement, sur tout ce qu'on a dit auparavant, je pense que Reeves serait un meilleur choix. Ouais. Surtout que Nunn aurait un vrai intérêt à la sortie de banc. Malgré tout, je pense que ce serait Nunn qui starterait, je pense. Et du coup, AD en 5 alors ? Ouais, avec AD en 5. Ça, de toute façon, c'était le... Vous pensez que c'est acté, ça ? Écoute, je ne peux pas te le garantir à 100%, mais il a quand même... À mon avis, ils vont commencer comme ça, mais c'est pas dit que ça dure très longtemps. Moi mon 5, je vois bien Pat Beverley, Kendrick Nunn, Lonnie, LeBron et AD. De toute façon, on est quand même assez pauvre en termes d'ailier. C'est quand même, je trouve, le gros point faible. Mais en termes de taille, c'est dur. Hein. Ouais. Nunn, Bev, Lonnie. Moi, je mettrais Reeves à la place de... Ok. Toi, ouais. Moi, dans mon idéal, j'aurais mis Kendrick Nunn à l'arrière avec Pat Beverley et Damian Jones en pivot. Mais je le sens venir. Moi aussi, mais là, je pars du principe. En vrai, c'est ça. Je pense que ça va se passer avec AD en 5
il va y avoir Austin Reeves qui va défendre sur les 3 parce que Lonnie Walker sera en 2. Je crains que ça se passe comme ça et que Lonnie Walker soit titulaire. Non, avec Beverley à la main, Lonnie en 2, Reeves en 3. Beverley, mon Dieu. Ouais, mais et en fait, malheureusement, tu vois, il y a quelques images qui filtrent des scrimmages à l'entraînement et c'est pas très rassurant, tu vois. T'as vraiment ces 3-là qui sont alignés ensemble. Beverley, Walker 4 et Reeves qui sont alignés tous les 3 avec LeBron et AD. Ça fait très petit. Déjà, quand LeBron est sur le terrain, mais personne ne devrait avoir le droit de toucher la balle. C'est LeBron qui doit tenir la balle. Quand tu as des mecs comme Bev et tout, c'est un scandale qu'il ait la balle dans les mains. Mais là, il va retrouver ce rôle quand même de primary ball handler. Là, il n'y a pas le choix. On gagne des titres quand il est primary ball handler et c'était comme ça toute sa carrière. Donnez-lui la balle. Arrêtez d'essayer de chercher des mecs pour lui prendre la balle des mains. Si c'est à moins que ce soit Kyrie Irving ou Steph Curry, mais là, non, tu vois. Non. Mais messieurs, on passe aux 2 dernières petites sections. Une petite session pronostic qu'on avait arrêté l'année dernière parce que je pense que c'était trop déprimant. On s'est arrêté au bout de 5 matchs. Est-ce qu'on se fait un petit pronostic sur les 10 premiers matchs jusqu'au prochain numéro? Ça vous va? Il faut que je pull up le calendrier déjà. Je vous l'ai dit. On les fait un par un? Ouais, un par un, ouais. Okay. Comme à l'époque, rapidement. Donc, on va à Golden State pour les voir recevoir la bague de champion. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait? On gagne des deux mains ou on perd? On perd. C'est trop chaud. On est parti sur unanimité. Ok. Pour se relancer, du coup, on reçoit les Clippers 2 jours après. Bien sûr qu'on perd. Ah oui, alors attendez. On va perdre puisque c'est les Clippers. Attendez, parce que le début du calendrier, il est vraiment pas mal quand même. Ah ouais, non, il est dur. Hein. Moi, j'ai vu tout à l'heure les 6 premiers matchs là. Putain, il faut se désenquiller les 6 premiers matchs. Hein. C'est quoi le 3e? Le troisième, c'est on reçoit Portland. Ouais. Comment c'est jouable? Portland, c'est ça. Je pense ils ont bien recruté, je trouve. Portland, j'aime bien leur roster. On a dit on bat Portland. Moi, je pense qu'on le gagne. Ouais, allez, Portland. Ouais. Vas-y, si on bat. De toute façon, si on tape pas Portland, il faut même pas parler de Ben, à ton avis? Oui, Portland, ça fera. Je pense qu'on va aller faire. On passe à la suite. Ça fait 1-2. Ouais, ça fait 1-2. Déplacement à Denver. 1-3. Ouais, 1-3. Très bien, on va se relancer. Déplacement à Minnesota. Tellement stacked notre début de saison, c'est incroyable. Bordel. 1-4. Ouais. Non, si. Moi, je sais pas. Minnesota, je me dis qu'on peut les passer en début de saison. Ouais, je pense qu'ils ont quand même lâché des joueurs de la rotation un peu cool quand même pour récupérer Rudy et Rudy, il va pas du tout les aider à Space, il va protéger le rim, mais je pense que... En fait, le problème, c'est que Minnesota, ce serait une équipe parfaite à battre si on avait des shooters à 3 points. Oui, en fait, c'est ça. Il faut sortir Rudy de l'équation. Ouais. En fait, Rudy, c'est là où il est en difficulté, évidemment, dès qu'il peut plus protéger l'anneau. Mais c'est vrai, si on avait des shooters... on va perdre Walls, c'est pas facile d'aller... les gars, allez, 1-4. Ouais, je souligne en plus que Lonnie Walker va défendre sur Anthony Edwards après. En passant. Après, un highlight, 1-4. Après, réception de Denver. C'est un 5. Allez, non, j'ai envie de dire la magie du domicile. Allez, un 2, parce qu'ils vont avoir l'impression, ils vont avoir chaud aux fesses au bout de 5 matchs parce que tout le monde va les enterrer. Putain, si on démarre à 1-5. Un sursaut d'orgueil, allez. C'est quoi le début de saison aussi il est dur le début de saison, ouais. Je pars sur une défaite quand même. Moi, je dis 2-5. Moi aussi, je dis 2-5. Je pars sur une défaite. Et le match d'après, c'est... Pardon, tu disais? T'es sur du 1-5 et nous, on est sur du 2-4. Ouais, 2-4. 2-4. Ouais, 1-5 pour moi, 2-4 pour vous. Et après, on reçoit les Pelicans, qu'on gagne, selon moi. Oui. Quoique, putain. Zion, mon gars, il est énervé, il a perdu. Mais attends. Il est déterminé. Brandon Ingram, c'est tout. Zion, et derrière, ils ont re-signé. Il y a le BI. Non, mais aussi à la main, comment il s'appelle? Qui était apporté. C'est CJ McCollum. CJ McCollum, il est magnifique, il nous a détruit. Non, mais ils ont un superbe 5. Ils ont Herb Jones à côté, ils ont Jonas Valanciunas. Ça peut être très marrant à ce. Non, moi je pense qu'il y a Zion, surtout, je crois qu'on. Zion, les gars, c'est un MVP. Si, c'est comme AD, lui, c'est un MVP. Ouais, trop fort. Non, mais vas-y. Moi je dis 2-5 là.
Ouais, bah, c'est ça pour moi aussi. Allez. Et le dernier, c'est quoi? Attends, non, il en reste encore. Ouais, il en reste encore. Après, on reçoit Utah. Vraiment, on les tape. Vraiment, On tape pas Utah, les mecs. On arrête tout. Ouais, là, C'est fini. On jette l'éponge et on se revoit avec les prochains. J'ai déjà hâte de le live tweeter celui-là. Tiens. Et, allez, les deux derniers. Réception des Cavaliers. Oh putain. Non, allez, les Cavaliers. Ceci dit, je pense que LeBron aura envie de le gagner particulièrement. On va dire qu'on le prend. Je suis à 4-5, c'est pas dégueulasse. Et après, tu vas le faire le 5-5, puisque après, c'est back-to-back. Back-to-back, on va à Utah. Bon, allez, c'est pas. On le prend quand même. Ah, quoique, il est capable de nous la mettre, celle-là. Tiens. Non. 5-5, allez, je suis à 5-5. Allez, va pour 5-5. Ouais. Ça te convient? Et vraiment, 5-5, ça vous convient comme début de saison? Ça me convient pas du tout, mais... Non, mais en même temps, vu le planning, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je le prends. Moi, je prends. Hein. Je le prends tellement, 5 avec un planning comme ça, parce qu'après, normalement, tu dois pouvoir faire des séries un peu sympas après. Non, mais bien sûr, mais là, attends, tu prends 2 fois les Nuggets, t'as les Clippers. Les Clippers, les Warriors qui sont des favoris aussi. Si on en prend 5, c'est bien. Hein. Wolves, Cavs, t'as que des bonnes équipes, hormis le Jazz, en fait, c'est que des bonnes équipes. Hein. Après, le souci, c'est que quand tu es une mauvaise équipe, les autres sont forcément meilleurs que toi. Hein, donc, tu as forcément des bonnes équipes sur ta route après. Ah bah oui, non, ça c'est sûr. Ok. Mais, messieurs, pour cette saison, une dernière session, votre joueur que vous allez suivre le plus cette saison, le joueur que vous attendez le plus? Où ça? Chez nous? Oui, chez nous. Ah, si tu veux, on peut faire chez nous et dans les autres franchises. Et dans la ligue. Allez. Chez nous, ben, Austin, hein. Moi, c'est plus pour l'éclosion. J'espère voir l'éclosion d'Austin Reeves. En dehors du fait que, évidemment, on attend tous AD. Hein, je pense que c'est unanime. C'est lui qui doit nous faire passer ce cap pour revenir au top. Mais j'attends Austin à fond. Et dans la ligue, je dirais le retour de Zion. Le retour de Zion, un petit temps quand même. Hein. Franchement. Ouais. Je dirais le retour de Zion et Austin. Moi, de mon côté, aux Lakers, je vais prendre la tangente. Moi, j'ai hâte je vais avoir les yeux pas mal rivés sur Russell Westbrook, mine de rien, parce que c'est inévitable, hein, il aura beaucoup de minutes. Si Carmelo Anthony arrivait à arracher 27 minutes en seconde unité l'année dernière, vu la pauvreté de l'effectif, Russell, on en aura aussi. Et j'ai envie de voir ce que ça peut donner en sortie de banc, mine de rien. Je pense que tu dois choisir ton poison, mais je pense que c'est le poison le moins brutal. Donc je vais voir ce que ça va donner pour lui cette saison. Nouveau rôle, avec une seconde unité un peu différente. Un coach qui lui fait quand même confiance. Alors, moi je vous dis franchement, on l'a pas fait cette année, ça aurait été bien, je pense qu'on donne notre range et notre pronostic pour la fin de la saison. Moi je ne vois vraiment pas haut. Moi je nous vois je vais être très large, mais je nous vois entre la 7e et la 10e place à l'ouest, personnellement. C'est déprimant, toi. Non, mais en play-in aussi. Hein, Ouais, moi je suis vraiment. 9e, ouais. Parce que il y a pas de. Alors pourquoi on la regarde cette saison? On a les Lakers, on n'a pas le droit de regarder. On est fan, mais après c'est comme ça, tu vois. Mais moi perso, je suis assez pessimiste. Mais bon, j'aurais quand même les yeux rivés sur Westbrook. Pour le meilleur et pour le pire, écoutez, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. De toute façon, ça pourra difficilement être pire que ça l'était la saison dernière. Et dans la ligue. Donc voilà de mon côté. Et puis attends aussi dans la ligue, pardon, oui, t'as raison. Qu'est-ce que je vais beaucoup suivre dans la ligue? Si, je vais suivre. Alors, je vais pas dire un joueur, mais je vais suivre le trio KD, Kyrie, Ben Simmons, parce que je les trouve très complémentaires. Ah oui. Ça a été très compliqué dans le niveau voilà, je pourrais dire vestiaire, mais on va dire niveau cet été avec KD qui voulait se barrer, etc. Très niveau politique, bien vu. Donc hâte de voir quand même d'un point de vue basket ce que ça peut donner, parce que je suis d'accord, moi ça peut faire très mal. C'est un beau trio complet. Il n'y avait pas mieux à faire pour KD et Kyrie que de rester avec Simmons s'il est off. Ah oui, non mais c'est clair. Donc du coup je regarderai un petit peu ce trio, puis après c'est pas nouveau, ces deux Kyrie et KD sont des joueurs que j'aime beaucoup aussi, donc je suivrai ces Nets. Et il y a qui encore qui n'a pas donné? Il y a Ben qui n'a pas donné. Ouais. Oh, moi, ça va être assez rapide. Au-delà de mon chouchou Austin Reeves, je suis comme toi, Mathons. On discutera à 4h du mat de comment il va progresser. Quand il rentre et qu'on dit il doit starter. C'était nos tweets à chaque fois. Grave. On se sait. En vrai, je pense que celui qui peut vraiment, comme diraient les Québécois, m'électriser, c'est Nunn. Parce que je pense qu'il a un vrai potentiel d'exploser.
Alors malheureusement dans tous les sens du terme aussi, mais je pense que ça peut être un vrai dynamiteur et lui il peut vraiment me faire kiffer les matchs. Donc chez nous ce sera lui. Après dans la ligue, moi j'attends la saison MVP de Brandon Ingram, c'est cette année, c'est maintenant. Moi j'y crois et je veux le voir exploser avec le retour de Zion. Je pense que alors ça va pas nous faire du bien au classement si les Pelicans explosent vraiment, mais BI moi j'y crois à fond. Et j'ai envie de voir ce que va faire Cade Cunningham sur sa deuxième saison parce que c'est un sacré joueur, une équipe de tocards, mais lui, bon, dédicace à Winston, mais j'ai envie de voir ce que va faire Cade cette année. Et Clem, du coup Je suis un hipster, moi. Je suis un hipster. Je serais bien parti donc sur. Non, j'étais parti sur. Non, attendez. Avec son look de hipster. J'étais parti sur Juan Toscano Anderson, pour vous dire. J'attends de voir. Oui. Ouais. J'attends de voir en sortie de banc comment ça va se passer. J'avais même oublié qu'il était là. C'est vrai que son énergie défensive. Mais par contre, un mec qui a pas joué une minute en finale, ça me rassure pas. Ouais. Je me dis, comment ça se passe, un vrai potentiel, il y avait quand même de quoi un peu jouer avec Warriors et le mec qui a pas joué une minute. Quand même. Et après, c'est assez difficile pour moi parce que moi, je suis un supporter des Spartans à l'université. Gary Harris est blessé, Jaren Jackson est blessé, Miles Bridges va finir en prison. Il va falloir que je trouve une autre tête d'affiche. Ouais, c'est vrai, Draymond Green va finir à SDF. Donc, ça paraît compliqué pour moi pour trouver quelque chose d'intéressant cette saison. Mais j'aimerais bien voir ce que va faire Toronto. Ok. Toronto. Ouais. Intéressant. Ouais, Toronto, moi, je suis un énorme fan. D'ailleurs, il est sur la free agency, mais je crois que c'est un restricted, je crois. C'est comment il s'appelle, putain, qui était au Portland. Je suis fan absolu. Gary Trent Jr. Il serait génial avec nous, mon Dieu. Ouais. Gary Trent, son énergie défensive, il est costaud, il shoot, il a peur de rien et tout. Lui autour de LeBron et AD, j'en aurais rêvé. Mais bon, ça, voilà, c'est le fantasme encore. Mais ouais, je suis fan de Gary Trent. Et comment il s'appelle, leur jeune, c'est Barnes, c'est ça? Ouais, Scotty Barnes. Ouais, ils ont une équipe, ils ont une belle, jolie équipe. Messieurs, on se voit donc 5-5 pour certains, 4-6 pour d'autres. On se revoit quand on est à 2 victoires pour 8 défaites, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ça, ouais. Matt, n'hésite pas à nous envoyer des messages de doléances. Bon, l'avantage, c'est que là, jusqu'à décembre, je suis comme vous, je suis sur le même fuseau horaire. Donc, je retourne à LA juste avant les fêtes où j'irai me torturer à crypto.com et où je vous enverrai des photos et des vidéos en direct. Ouais, puis, l'avantage, c'est qu'aux États-Unis, il y a plein d'antalgiques et d'antidépresseurs que tu peux toucher sans ordonnance. Donc, oui, c'est ça qui est bien. Pareil, ici, ça, c'est pas mal. Mais en attendant décembre, je serai comme vous à galérer à 4 heures. Ouais, c'est top. Avec plaisir. C'est bien de t'avoir reçu pour ce podcast. On te remercie encore. Un vrai plaisir, les gars, partager. C'est vraiment super cool. Allez, à bientôt, messieurs. Bonne soirée à vous. Ciao. Ciao.